Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Un peu, avec un peu de tout. Je crois que c'est un peu la saison là, une espèce de grippe. Oh Jean-Paul, tu as la grippe tous les jours. Écoute, non, tu es China numéro 2. Mais non, c'est la saison. Cette alternance de chaleur et de fraîcheur là, tu vois, ça fait remonter les poussières. Et puis malheureusement... Mais tu trouves les poussières où tu es au travail toute la journée? Non, mais il y a les poussières à l'extérieur. On ne reste pas qu'au bureau. On sort bien, non? On est bien obligé de sortir un moment ou un autre. Non, vous abusez. Vous avez la grippe tout le temps. Non, on est sensible. Nous sommes sensibles aux poussières. Ouais. Faut porter le masque? Ouais, je crois que je vais remettre le masque. Il faut porter le masque, il y a des gens. Mais il me faut, je crois, il me faut peut-être le FFP2 qui filtre beaucoup plus l'air. Et ça diminue aussi ta quantité de respiration. Hein. Oui, et ça a un effet sur tes poumons. Oui, malheureusement. Mais il n'y a pas de juste milieu dans ces choses-là. Il faut faire un choix. L'actualité internationale. Eh bien, on assiste, on va parler de l'annonce qui a été faite par la Russie hier concernant un essai réussi d'un missile balistique de nouvelle génération. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des missiles qu'on appelle les missiles Satan. En fait, ce sont les Occidentaux qui ont surnommé ces missiles Satan-là. En fait, la Russie a annoncé avoir effectué un test réussi de sa nouvelle génération de missiles hypersoniques. C'est le RS-28 Sarmat que les Occidentaux appellent le Satan 2. Alors, il faut bien comprendre que déjà, les missiles, depuis, si tu veux, depuis le début des années 2000, on pensait qu'il y avait eu, en matière de recherche et de développement, en matière d'armes, on pensait que toutes les grandes puissances, la Russie et les États-Unis en tête, avaient un peu baissé le pied parce qu'on estimait que l'ère de la guerre était un peu dépassée, qu'on était revenu plutôt à une situation où d'un côté, tout le monde devait commercer. Et si tout le monde commerce et tout le monde gagne de l'argent, eh ben, on n'aurait plus besoin d'utiliser des fusils. Donc, la nouvelle arme, ce ne serait plus le fusil, mais plutôt le droit donc, pour la négociation. Mais on se rend compte que, évidemment, depuis, avec tout ce qui s'est passé, les attentats du 11 septembre 2001, avec évidemment l'invasion en Irak en 2004 et tout ce qui s'est passé en Syrie et ailleurs, eh ben, maintenant, dernièrement, la crise en Ukraine, eh ben, on découvre que derrière, certains pays, en l'occurrence la Russie, n'avaient pas baissé les pieds, puisque d'un côté aussi, on se rendait compte qu'il y avait l'OTAN qui se gargarisait avec les États-Unis d'avoir mis en place un système anti-missile, ce qu'on appelle des boucliers anti-missiles, qui pouvait intercepter toute forme de missile qui pouvait atterrir sur un territoire. Et donc ce bouclier anti-missile-là qui avait fait l'objet d'immenses tensions, notamment entre la Russie et les États-Unis lors de son déploiement ou de sa volonté de déploiement, notamment en Irak. Il faut savoir que le bouclier antimissile, c'est un élément qui avait été, dont les États-Unis avaient fait la démonstration lors de la première guerre du Golfe en 1991, et donc qui avait montré quand même une certaine efficacité. On se rappelait des missiles qui étaient envoyés depuis l'Irak vers Israël et qui étaient interceptés par un ensemble de missiles qui sont installés dans une ville et qui sont là pour intercepter d'autres. Et donc ce bouclier antimissile avait toujours été vanté par les Américains comme étant la meilleure arme pour parer d'éventuelles attaques de missiles balistiques. Les Patriotes et tout ça là. Avec les missiles Patriotes, et donc les missiles Pershing et tout ça là, les Tomahawk et tout ça, même si le Tomahawk c'est un missile balistique. Donc c'est-à-dire qu'il peut être tiré soit d'un navire, soit d'un souterrain. Et donc les Russes ont développé donc, et puis avec la technologie, on avait ce qu'on appelait des missiles subsoniques. Ce sont des missiles qui vont juste en dessous de la vitesse du son. Et puis avec une nouvelle génération d'autres missiles, notamment les Serval et autres, donc on avait atteint ce qu'on appelait des missiles supersoniques, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à 2, 3, voire 4 fois la vitesse du son. Et puis, à notre grande surprise, il y a d'abord 2 ans, les Russes ont annoncé avoir développé une nouvelle génération de missiles qu'on appelait des missiles
hypersonique. Alors, la différence entre le missile hypersonique et le missile supersonique, c'est quoi? C'est, comme le nom l'indique, c'est la vitesse. Selon l'agence officielle russe, ces missiles hypersoniques-là de la génération des missiles Sarmat ont la capacité d'aller jusqu'à Mach 5, Mach 6, voire Mach 7. Donc, c'est-à-dire 7 fois la vitesse du son. Et même d'autres, en l'occurrence pour le RS-28 Sarmat, les autorités russes disent même qu'il peut aller jusqu'à 20 fois la vitesse du son. Et donc, à une telle vitesse, aujourd'hui, il n'existe aucune technologie qui soit capable de l'intercepter. Donc, tous les missiles intercepteurs que l'on connaît aujourd'hui, qui font l'objet justement de ces boucliers antimissiles-là, ne sont pas en capacité de pouvoir intercepter ce type de missile-là. Et en plus, le RS-28 Sarmat, lui, il a une autre capacité, c'est-à-dire qu'il a une très très longue portée qui peut aller jusqu'à 18 000 km et il peut emporter jusqu'à 10 têtes nucléaires. Il ne faut pas oublier, 10 têtes nucléaires, c'est de quoi raser un pays comme la France ou un État comme le Texas. C'est du moins ce qu'annoncent évidemment les autorités militaires russes. Et donc, tout ça a surpris d'abord les Occidentaux et a surpris aussi nous, petits pays qui ne sont pas très spécialisés en matière d'armement. On pensait qu'en réalité, en matière de développement, on avait quand même atteint une certaine limite, qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas, dans le cas des connaissances actuelles, créer un missile qui ait la capacité d'atteindre même Mach 10, Mach 11, parce que c'est très difficile. Maintenant, comment est-ce que ces missiles hypersoniques-là fonctionnent? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux types de missiles hypersoniques. Vous avez des missiles hypersoniques qui sont créés, qui ont un moteur fusée, ce qu'on appelle des stratoréacteurs. Et ben, ces moteurs fusées-là vont propulser le missile jusqu'à une certaine hauteur au-dessus de l'atmosphère. Donc, ils les amènent à très très haute altitude et à très grande vitesse, une vitesse supérieure à entre Mach 5 et Mach 6. Et puis après, à partir de cette très très haute hauteur, ils vont avoir une trajectoire hyperbolique. Et donc là, en retombant, c'est tout simplement la gravité qui va agir. Et donc, comme ils viennent d'une très très grande altitude, et donc au fur et à mesure où ils vont descendre, ils vont gagner de la vitesse. C'est comme ça qu'ils peuvent atteindre jusqu'à Mach 20. Et donc, ces missiles-là viennent tellement vite que les autres missiles qui existent n'auront pas la capacité de l'intercepter. Et puis, une autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est qu'au fur et à mesure où le missile engage sa trajectoire descendante, eh ben, on a la capacité, il a un ordinateur à l'intérieur de lui qui lui permet d'ajuster sa trajectoire. Donc, en fonction de si la cible est fixe ou mobile, il peut, toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, réajuster sa trajectoire et avoir une capacité de tomber jusqu'à 10 mètres. C'est-à-dire que la marge d'erreur ne dépasse pas 10 mètres par rapport à l'endroit où se trouve la cible. Donc, ça, c'est quelque chose de... Mais 10 mètres, c'est énorme, hein. Oui, mais pour un missile, c'est petit. Si vous avez une charge nucléaire et que vous tombez à moins de 10 mètres de la cible, la cible n'a aucune chance pour s'en sortir. Donc, on a ce qu'on appelle ces missiles-là hypersoniques-là. Et donc, il y a ce type-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi des planeurs hypersoniques. C'est-à-dire qu'on prend le missile cette fois-ci, on l'envoie, mais cette fois, on dépasse l'atmosphère. On arrive dans l'espace. Et une fois dans l'espace, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les réacteurs s'éteignent. Et puis, le missile maintenant plane en suivant une trajectoire qui suit la courbure de la planète Terre, et puis jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de sa cible, elle rentre de nouveau dans l'atmosphère, et en entrant dans l'atmosphère, toujours en laissant jouer la gravité, eh ben, elle va atteindre ces vitesses phénoménales qui peuvent aller même, pour le cas des planeurs hypersoniques, jusqu'à même Mach 27. Donc, c'est qui fait que... Voilà, donc c'est le SR-28 Sarmat est un planeur hypersonique, c'est-à-dire ce missile qu'on envoie dans l'espace, qui contourne, qui suit une trajectoire qui est parallèle à la courbure de la Terre, et puis arrivée au-dessus de sa cible, eh ben, elle rentre de nouveau dans l'atmosphère terrestre et elle va atteindre sa cible. Bon, maintenant, évidemment, et on découvre que dans ce domaine des missiles hypersoniques, eh ben, les Russes, il est clair que les Russes sont largement en avant. Parce que s'ils sont déjà à l'étape du test, c'est qu'ils ont déjà dépassé tout ce qui est recherche et développement,
la conception des matériaux qui sont utilisés, la conception des moteurs, des types de carburant. Donc, ils sont déjà en avance. Et puis, on apprend aussi que la Chine dispose aussi déjà de missiles hypersoniques, même si on n'a jamais eu d'image concernant les tests réalisés par les Chinois. Cependant, on sait que lors de la dernière commémoration de la naissance du Parti communiste chinois, eh ben, la Chine avait exposé un certain nombre de missiles qu'ils avaient présentés comme étant aussi des missiles hypersoniques. Donc, eux aussi, ils ont une certaine avance. Et c'est ce qui est particulièrement étonnant, c'est que les États-Unis, le pays au monde qui a déjà qui a la plus grande armée, qui a la meilleure armée sur le plan technologique jusqu'à présent, et qui a évidemment le pays qui a le plus grand budget en matière de défense. Pour l'année 2021, c'était 700 milliards de dollars de budget de défense. Et même Joe Biden a l'intention de vouloir augmenter ce budget-là à cause de la crise en Ukraine. Et donc, les Américains sont pris de court parce que c'est un type d'arme auquel ils ne pensaient pas que les Russes et les Chinois seraient en capacité de pouvoir mettre en œuvre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe aucun système qui soit en capacité de pouvoir les intercepter. Et donc, ce qui fait que tous les systèmes de défense actuels des pays occidentaux, en réalité, sont impuissants face à ce type d'armes-là. Et c'est ce qui fait que Vladimir Poutine appuie un peu plus sur le bouton en disant que puisque ce test... les Américains, ils font étalage de leur puissance militaire comme ça. Ah si, absolument. Ils n'ont pas le défilé. Ah si, non, attention. Ils font beaucoup. Non, ils font beaucoup plus de communication. Tu te rappelles à la fin des années, au milieu des années 90, quand il y avait l'ère des avions furtifs. D'accord, les Américains avaient énormément communiqué sur oui, mais là, il y avait la guerre de l'Irak. Voilà, sur le B-52, ce premier bombardier furtif. Et donc, ces avions qui avaient la capacité de passer sous les radars, pas sous les radars, de traverser les radars et de ne pas être détectables. Donc, on a vu que les Américains, lorsqu'ils avaient une avance technologique dans un domaine, en l'occurrence le domaine furtif, ils n'hésitaient pas à communiquer. Mais pourquoi ils doivent... C'est de bonne guerre. Chaque pays doit affirmer sa puissance technique ou technologique d'une manière ou d'une autre. Et donc, le fait que l'on présente soit une nouvelle arme, soit une arme qui existe, mais avec une conception évoluée, eh ben, c'est un marqueur de puissance pour ces pays-là. Et la Russie entend bien montrer aux Occidentaux, parce qu'on est aussi dans la crise de l'Ukraine, c'est-à-dire que les Russes sont conscients qu'il peut aussi avoir un risque de dérapage, c'est-à-dire que, par exemple, la Russie puisse attaquer un pays membre de l'OTAN et que, donc, par conséquent, les pays de l'OTAN décident de l'attaquer, d'unir leurs forces et de foncer vers la Russie. Et donc, eux, ils mettent déjà en avant le fait que si jamais on arrivait à un tel niveau de dérapage, eh ben que les Occidentaux réfléchissent quand même à deux fois. Parce que si vous avez une arme hypersonique, c'est-à-dire dont il n'existe aucun système d'interception et qui peut porter jusqu'à une vingtaine de têtes nucléaires, avoir une capacité de plus de 18 000 km, eh ben ça vous fait quand même réfléchir. Si vous avez une arme qui est capable d'éradiquer un pays comme la France, eh ben il est clair que si vous dites que vous attaquez la Russie, même si vous savez que vous êtes en capacité sur le plan numérique d'être supérieur à la Russie, mais quand même la Russie a une arme qui va faire mal à des pays. Et donc, les opinions publiques vont se dire « Ah, attention, réfléchissons avant d'agir ». Donc, c'est un peu dans cette dissuasion-là que s'installe ce test-là et la présentation de ce SR-28 Sarmat. C'est pour montrer aux Occidentaux que eux, ils sont déjà en avance dans ce type d'armement-là et qu'ils ont évidemment une certaine avance, une avance technique et technologique. Et donc, ils sont supérieurs quand même, ils ont des armes qui sont supérieures à celles qui sont détenues par les Occidentaux en dépit des budgets colossaux, en dépit des sommes colossales qui sont utilisées chaque année pour élaborer ou acheter ou concevoir des armes. Donc là, évidemment, on voit que la Russie l'a annoncé qu'à partir de la fin 2022, cette arme-là, le SR-28, en même temps, ils font la vont guerre. Être intégrés dans leur système stratégique. C'est-à-dire en même temps, ils font la guerre, en même temps, ils font les essais. Bien sûr. En fait, c'est une balade de santé, leur guerre avec l'Ukraine. Non, mais c'est une vraie balade de santé. Il faut
relativiser le fait que l'on dise, par exemple, on dit que la Russie, ils ont du mal sur le terrain, etc. Ce qui est clair, c'est que la Russie avait un plan le 24 février et que ce plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Il pensait faire tomber rapidement le gouvernement ukrainien et s'emparer de la totalité du territoire. Mais il s'est avéré deux faits. Le premier, c'est que, les Occidentaux ont massivement aidé l'Ukraine et continuent de l'aider massivement en fournissant des armes et de l'argent. Donc ça, évidemment, ça a galvanisé, et là j'arrive au deuxième point, la capacité de résilience et de résistance des armées ukrainiennes. Mais il ne faut pas se leurrer. Ne pensez pas que le combat qui se fait actuellement en Ukraine se fait de manière conventionnelle, c'est-à-dire on a deux armées face à face qui s'attaquent. Non. Si on prend le cas de Mariupol, c'est une toute petite poche qui reste, et cette toute petite poche se trouve dans la zone industrielle, là où il y a la plupart des raffineries de Mariupol, et ces petites troupes-là sont enterrées. Donc on arrive à une phase de guerre, c'est même plus une phase de guerre, c'est une phase de guérilla, où les Russes, pour éviter des pertes humaines, parce que le danger avec la guérilla, c'est qu'il faut envoyer des petits groupes, aller dans chaque bâtiment, pièce par pièce, pour essayer de débusquer toutes les zones de résistance. Le problème avec cette forme de guérilla-là, c'est qu'elle est extrêmement... elle est extrêmement coûteuse en vie humaine. Et donc, lorsque vous voulez essayer d'éviter ou de minimiser au maximum les pertes humaines, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous pilonnez. Et c'est ce qui se passe actuellement à Mariupol, c'est-à-dire que l'armée russe pilonne. Elle envoie des obus, elle envoie des missiles, elle envoie tout ce que l'artillerie a pour essayer deux choses, soit de tuer un maximum de résistants qui sont dans ces bâtiments, qui sont cachés dans les tunnels, ou également pour casser le moral, soit des populations civiles qui vivent là et des soldats qui sont là. Parce que si vous êtes en permanence sous le feu de l'ennemi, arrive un moment où l'esprit va être saturé et donc vous allez soit vous rendre, c'est le cas où une partie des soldats, on a vu des images des soldats ukrainiens qui s'étaient rendus, et puis c'est le cas où la population civile peut se révolter contre même ceux qui sont censés les défendre pour essayer de les contraindre également à rendre les armes. Donc, c'est ce que fait la Russie actuellement. Et donc, la Russie montre aussi qu'elle a, à côté de cela, développé d'autres armes qui la mettent à l'abri, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, d'une éventuelle ou d'une probable volonté de la part des pays de l'OTAN de dire que, bon, écoutez, on a ça assez duré, on termine avec Vladimir Poutine ou avec le pouvoir russe actuellement et on lance une attaque groupée contre la Russie. Donc ça, évidemment, ça vient montrer que Vladimir Poutine a plus d'une carte dans son jeu et qu'il entend bien rester le maître de la situation en Ukraine, et il montre également que si tu veux, l'industrie russe de l'armement que l'on pensait totalement dépassée par l'industrie russe américaine, eh ben, elle n'est pas aussi dépassée que ça, avec bien moins de moyens que les États-Unis. Il faut savoir que la Russie, c'est à peu près 150 milliards, l'équivalent de dollars de budget, hein, alors que quand vous voyez les 700 milliards de dollars, l'industrie militaire américaine est sans commune mesure largement plus grande, largement que l'industrie russe. Mais l'industrie russe montre qu'avec très peu de moyens et en ciblant un certain domaine, on arrive à avoir des résultats et ça nous permet et ça leur permet de rester dans la cour des grands. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, restez connectés. On va se retrouver juste derrière. Le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.